Salut la team! Hello la gang, Comment ça va? ça va et vous? Oui, ça va. Aujourd'hui, on accueille un invité spécial, Léa. Léa nous a rejoint pour parler du thème du jour, qui est donc le stress, l'anxiété et la dépression. Oui, parce que du coup, suite au deuxième épisode, on a vachement parlé de comment se préparer au try-out mentalement et physiquement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un point qui n'était pas assez abordé, la gestion du stress et de l'anxiété, parce que c'est deux points différents. Donc aujourd'hui, on voudrait en parler avec vous, même si effectivement, c'est pas les seules, les seules choses qui peuvent affecter en fait ta santé mentale. Du coup, vu qu'on n'est pas des professionnels dans le domaine, on a décidé de trouver quelqu'un qui sait de quoi on parle. Et du coup, Léa est là avec nous. Est-ce que Léa, tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, du coup, moi, c'est Léa. Je fais du tir depuis 2010. J'ai commencé du coup en tant qu'athlète. Et aujourd'hui, maintenant, je suis coach de l'équipe cadet et présidente du club des Snakes à Pau. Et du coup, parallèlement à ma carrière de tir, je suis psychologue à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, justement avec des adultes qui sont souvent plutôt atteints d'anxiété et de dépression. Ouais. Ok, donc c'est vraiment au final ta spécification, ta spécificité? Ouais, c'est ça. Spécialité? C'est ma spécialité. Ouais, carrément. Ouais, désolée. C'est ça, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Ok, et du coup, comment tu arrives à appliquer ce que tu vois tous les jours dans ton travail au tir? On va dire que la chose la plus simple à mettre en place en tant que coach et du coup psychologue, c'est l'écoute. Enfin, j'essaye en tout cas. Même si quand on est coach, c'est pas facile parce qu'on est face à 24 personnes ou moins, mais qui parlent en même temps et c'est tellement plus difficile d'être à l'écoute sur le temps d'entraînement. Mais j'essaye d'être hyper dispo pour mes athlètes, pour qu'elles me parlent. En tout cas, j'essaye, même si des fois, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est sûr. Après, sur les préparations de compétition, on en parlera, mais ça va être surtout la gestion du stress, un peu les sonder, voir un peu où elles en sont, est-ce qu'elles sont stressées, est-ce que gèrent bien le truc, et puis pouvoir donner des conseils. En fait, j'essaie de ne pas rentrer trop, on va dire, intimement dans leur difficulté, mais si je sens qu'elles sont pas bien, je leur conseille tout le temps d'en parler autour d'elles, parce que il y a une frontière qui est assez mince quand même quand on est coach, on doit être impliqué. Mais en même temps, on n'a pas envie de se sentir débordé par les soucis des unes des autres. Donc du coup, après moi, elles sont hyper jeunes, donc je peux en parler aux parents, ce genre de choses. Et j'essaie de déléguer un peu. Dire, parle-en à quelqu'un, parle-en à ton médecin, l'infirmière scolaire. Quelle différence tu fais entre le stress et l'anxiété? Ça, tu nous as parlé de stress, de compétition, etc., mais pas trop d'anxiété. En fait, le stress, c'est quelque chose d'hyper adaptatif que notre corps il va mettre en place. C'est vraiment il active un système nerveux quand il est face à une situation exceptionnelle auquel il doit faire face, comme les compétitions de tir, mais des examens scolaires ou des échéances au travail par exemple. Et du coup, vraiment, notre corps il va mettre en place plein de ressources pour faire face à ça. Donc il va se mobiliser pendant une certaine période, donc il va y avoir plusieurs phases à ça, et du coup il va se préparer, s'activer, et pour faire face justement à cette difficulté-là, parce que c'est quelque chose de totalement différent de d'habitude pour lui. Donc là pour le sport, ça va être vraiment, il va se préparer mentalement, il va aussi activer beaucoup plus d'énergie au niveau justement des muscles et tout ça. Donc du coup, on va avoir une accélération du rythme cardiaque, ce genre de choses qui sont repérées dans les périodes de stress. Donc on a beaucoup plus de tachycardie, ce genre de choses qui sont normales et adaptatives. Sauf que du coup, le stress, comme on dit dans le langage passager. Ouais, c'est ça, comme on dit dans le langage, il y a aussi ce bon stress et ce mauvais stress. Tout le monde le sait. Et c'est pareil en psychologie, on va dire qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Et que ce stress, il peut soit nous aider à bien gérer notre préparation, soit s'il est trop intense, en fait, dans la période de stress, nous, en tant qu'individu, on va faire un peu une évaluation, genre en mode, on va se poser la question inconsciemment, est-ce que je suis capable de gérer cette situation ou pas? Et si je sens que mes ressources, elles sont trop faibles par rapport à ce qu'on me demande de faire,
bah du coup, je vais voir la situation comme une menace. Et du coup, là, mon corps, il va mobiliser encore plus d'énergie. Et si ça dure trop longtemps, bah, en fait, ça, c'est hyper mauvais parce que du coup, ça peut avoir vraiment des impacts négatifs sur sa santé. Mais du coup, généralement, dans les phases, on va dire, normales de stress, comme les compétitions, on observe vraiment une mobilisation des ressources. Et après, on a une phase qu'on appelle la phase d'épuisement. C'est pour ça qu'on tombe malade. Enfin, C'est moi, ça. personnellement, chaque compétition, après, je suis malade. Tout à fait. C'est dingue. Je suis malade pendant une semaine après chaque compétition. Parce que t'as trop donné et du coup, après, ton corps, il est exactement. plus Et faible. dès le lendemain, tu sais, comme si c'était vraiment ça couvait depuis un moment. Et dès le lendemain de la compétition, bah, je suis malade. Mais ça arrive souvent. Il y a souvent des gens qui disent pourquoi je suis malade, genre le premier jour de mes vacances. Ouais. C'est exactement ça. C'est totalement ça parce que, genre, avant les vacances, on en fait beaucoup plus, on veut finir nos échéances et tout au travail. Et dans le tir, c'est pareil. Moi, je dis tout le temps à mes cadettes qu'elles ont une phase de down après les compétitions. C'est vrai, elles sont démotivées. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont physiquement épuisées, en fait, de tous les efforts qu'elles ont dû fournir. Donc, du coup, le stress, généralement, c'est quelque chose qu'on connaît tous et qui est normal. Il ne faut pas vraiment plus s'inquiéter que ça. Il faut s'inquiéter quand on a l'impression que vraiment qu'on est épuisé depuis trop longtemps, que cette phase, en fait, on a l'impression que cette phase-là, dans laquelle on doit faire face à la situation, on ne la terminera jamais et que c'est beaucoup trop long et qu'on est démotivé, même l'idée de devoir réussir nos objectifs. Là, ça peut avoir des impacts, mais sinon, on va dire que le stress, c'est quand même quelque chose d'adaptatif et de normal, que vous soyez stressé avant les Et compétitions. qui peut être bon. Ouais, carrément. Parce Là, que s'il n'y a pas de stress, vraiment, moi, j'ai cette impression quand je suis stressée avant une compétition. Tu sais, d'habitude, pour m'échauffer, j'ai besoin de 30 minutes parce que je suis une vieille mamie. Mais en compétition, tu vois, j'ai l'impression que, par exemple, faire mes body positions, mais beaucoup plus facile. là, c'est normal. Et sur la phase montante, là où on fait, justement, notre cerveau, vraiment, il se met il enclenche un nouveau système nerveux. Et ben là, on va libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline. C'est vraiment deux hormones qui permettent ça, genre, justement, d'être plus d'attaque, plus motivé, moins sentir la douleur, etc. Enfin, c'est exactement comme quand on monte sur le prat et qu'on a tellement d'adrénaline que. Puis même on oublie tout, Ouais, etc. Après, exactement. sorti de. C'est full d'adrénaline. Que tu peux finir une routine alors que t'es blessé, quoi. C'est exactement par ça. exemple. Ouais, carrément. C'est l'adrénaline qui fait que les personnes qui ont été croisées sur le prat continuent quand même. Et du coup, ça c'est pour le stress, mais pour l'anxiété en tant que telle, c'est parce que moi, personnellement, je ne connais pas la différence, tu vois. Pour moi, le stress c'est forcément mauvais, l'anxiété c'est pas forcément mauvais. Non, pas forcément. Mais l'anxiété, on va dire, c'est aussi adaptatif. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est un petit peu ce que je dis souvent, c'est que on ne fait pas face à un problème, ou on n'est pas face à un problème réel. Souvent, dans l'anxiété, c'est une perception négative d'une situation qui n'est pas encore arrivée. Typiquement, pendant le tir, c'est est-ce que je vais bien réussir mes stunts sur le prat? Est-ce que mon stunt il va passer? Et si mon stunt il passe pas, Qu'est-ce que je fais? comment les autres vont réagir? En fait, la situation n'est pas encore là, que j'ai déjà anticipé négativement. Et en fait, l'anxiété, c'est beaucoup plus cognitif, c'est beaucoup plus dans les pensées, on a des pensées d'anticipation négative d'une situation qui n'est pas arrivée. Donc en fait, souvent, on va actionner exactement le même système nerveux dont je parlais tout à l'heure. C'est le même système nerveux qui va s'enclencher, mais face à aucune situation. Donc c'est comme si on disait à notre cerveau, il y a un problème, mais lui, il sait pas quel est le problème encore, donc il n'y a pas de solution, parce que le problème, il n'est pas là. Ouais, peut-être qu'il dure aussi plus dans le temps, parce que vu que c'est pas lié forcément à un événement, c'est lié à une situation générale, tant que ta situation n'est pas terminée. Parce qu'en fait, le problème typiquement de se dire oh, j'ai peur que mes stunts ils pas en routine, mais que tu n'es même pas encore en période de finalement, compétition. Pour moi, l'anxiété, du coup, c'est pas forcément là lié au sport. Enfin, c'est plus un état d'esprit, c'est plus quelqu'un qui va être anxieux et donc qui va être anxieux sur tout de sa vie et pas forcément que mes stunts, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il y a des personnalités anxieuses. Ouais. Il y a des personnes qui ont plus ce truc-là de se poser plein de questions sur des choses qui ne sont pas arrivées encore. Et ça, c'est vraiment typiquement les choses que justement que je fais dans mon travail. Des personnes qui s'inquiètent sur beaucoup de choses, sur tout ce qui pourrait arriver. On se fait en fait des scénarios catastrophes. Ouais. On se fait des scénarios catastrophes sur des choses qui ne sont pas arrivées encore. Et ça, c'est plutôt une personnalité. Mais il y a quand même des situations dans lesquelles on est tous anxieux. C'est pareil, tout peut être dans la psychologie, enfin, rien n'est totalement, on va dire, délétère ou pas. Enfin, c'est un continuum.
on a tous de l'anxiété, c'est une émotion, c'est normal, c'est comme on est triste, sauf que c'est comme la tristesse, si on est triste tout le temps, dans toutes les situations, là c'est pas normal. Mais l'anxiété c'est un peu pareil, on peut tous être anxieux, mais tant que c'est passager, que ça nous passe sur une ou deux situations, qu'on arrive à penser à autre chose, qu'on endort la nuit, tout ça, c'est ok, mais quand c'est sur, comme tu dis, sur tout, sur toutes les situations, là on peut parler plutôt d'anxiété, même d'anxiété généralisée. Du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui handicape la vie des gens, qui vraiment, ils sont tout le temps dans cet état justement d'hypervigilance, de prévoir les choses, de vouloir avoir le contrôle sur ce qui se passe. Donc il y a plusieurs types de personnalités, mais en tant que coach, c'est difficile de discerner justement les personnes qui sont stressées, les personnes qui sont vraiment angoissées, qui en souffrent. Parce que tu as beaucoup de personnalités dans une équipe. Moi personnellement, tu vois, mes athlètes, il y en a qui sont très timides et qui jamais d'elles-mêmes vont venir me parler pour me dire que ça va pas, qu'elles sont stressées ou quoi. Je le vois, parce que franchement, des fois ça crève juste les yeux. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui sont hyper extravertis et du coup qui le cachent aussi comme ça, tu vois. Donc c'est dur en tant que coach d'avoir la vision sur ça, parce que déjà je pense qu'il faudrait qu'on soit concentré sur une seule personne pendant un moment et on peut pas. Effectivement, comme tu disais, quand tu as 24 athlètes, tu peux pas faire de l'individuel. Enfin, tu peux, mais une certaine limite, quoi. Oui, et puis t'as pas toujours le temps, oui, de rien. Et puis on parle moi personnellement de 2h30 par semaine. Et tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a forcément, oui, des facteurs extérieurs qui viennent influencer tes athlètes, leur comportement. Et c'est pas forcément lié, tout n'est pas forcément lié au tir, et pourtant ça a quand même un impact sur ta performance à l'entraînement ou en compétition. Mais oui, je pense que déjà, pour répondre à un peu la première question, la meilleure façon de savoir, c'est de poser des questions. Si par exemple, tu as une athlète que tu penses mal, tu vois, si tu as l'impression qu'elle gère pas son stress ou qu'elle se met une pression énorme par rapport à ce qu'on lui demande, lui demander comment elle se sent, si jamais ça n'est pas trop pour elle, si elle se juge capable. Et c'est vrai qu'en tant que coach, on a clairement notre responsabilité par rapport à la gestion du stress. Enfin, on va dire que ce soit le stress ou l'anxiété, un facteur protecteur, c'est la confiance en soi, ce que nous on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. En gros, si par exemple je me sens efficace dans la situation, comme je disais tout à l'heure, on fait une évaluation. Est-ce que cette situation elle est dangereuse ou pas? Est-ce que je vais pouvoir y faire face? Si j'ai confiance en moi, si je pense que vraiment je peux gérer, cette situation ne sera pas perçue comme un danger, mais plutôt comme un peu un défi. Ouais, un défi. Et dire, ouais, je peux y aller, je peux le faire et tout. Et en tant que coach, je pense que c'est hyper important de valoriser les efforts, mais valoriser aussi à chaque fois que c'est positif, que l'athlète il fait quelque chose de super bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à moins faire. On va plutôt dire quand il faut corriger quelque chose, fais plutôt ça, etc. Et c'est hyper important de valoriser, parce que plus on valorise quelqu'un, et en fait, plus on lui dit, tu vois, là, t'es performant, là, tu peux le faire. Et surtout quand elles sont fatiguées, sur les périodes de compétition, par exemple, quand on fait plusieurs full-out dans le même entraînement, si au deuxième full-out, par exemple, ou au troisième full-out, elles ne réussissent pas tous les stunts, si on les accable sur ça en disant, vous voyez, vous n'avez pas réussi vos stunts, etc., plutôt que de relativiser en disant, vous êtes fatigué, c'est normal. En fait, de normaliser aussi le fait que d'habitude vous savez le faire, j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire, etc. Et c'est important aussi d'individualiser, je pense, les commentaires. Pour toucher les personnes. Oui, c'est sûr. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire un full-out réussi et de me prendre juste un tir à la fin pour l'équipe en général. Je sais que ça n'avait pas visé, mais c'est démotivant de ouf. Toi, tu viens de réussir, t'es trop fier et juste les commentaires qui sortent, c'était nul, franchement, vous devriez avoir honte de présenter ça, des trucs comme ça, tu vois. Et là, tu dis, ah ouais, ok. Et moi, ça me donne pas envie de faire un effort en tant qu'athlète, mais ça me donne pas envie de refaire, tu vois, tout simplement. Et c'est démotivant et forcément, ta performance derrière, elle est naze. Non, et puis là, dans ce commentaire, il y a toujours la question de la honte. Ben oui, ça me fait pas plaisir, quoi, de présenter quelque chose qui est pas à la hauteur que tu attends, mais que j'attends déjà moi-même de ma personne, tu vois. Mais ça chevauche un peu deux choses, parce que je pense qu'en tant que coach, moi, cette situation-là, par exemple, ça m'évoque à moi mon anxiété personnelle.
Si par exemple, je vois que c'est une catastrophe, ben en fait, peut-être que mon anxiété, elle peut prendre des fois le dessus en disant, pas exactement c'est nul, etc., mais vraiment genre sans commentaire, c'était vraiment pas terrible et tout, on a fait mieux, on peut faire mieux. Parce qu'en fait, moi-même, je suis stressée de de pas y arriver, de présenter une routine et d'être coach d'une équipe qui, sur Prat, fera pas forcément un truc génial. Donc, en fait, ça vient chevaucher ma propre anxiété. Et du coup, là, quand on est empreint de nos émotions en tant que coach, ce qui est normal, bah, des fois, on est moins empathique. Mais je pense que ça, c'est un travail à faire sur nous, clairement, parce que surtout quand on coach des jeunes qui sont en pleine construction, qui vivent des choses difficiles à l'école, au collège. Enfin, le collège, c'est vraiment une période qui est difficile. Donc, ils sont en plein développement de leur personnalité et de leur confiance en soi. Il faut qu'on, en tant qu'adulte et coach, on prenne sur nous et on valorise plutôt le positif et qu'on se dise, ok, ça va le faire, il faut leur faire confiance. Bah, c'est vrai que c'est pas évident pour le coach d'avoir le juste milieu entre je veux t'encourager, mais par contre, à un moment, il faut que tu te réveilles quand même. Tu vois, Et je pense que c'est ça, et que les mots dans ces circonstances-là, ils sont ultra importants. Peut-être de bien les peser, peut-être de même prendre un temps un peu de réflexion avant de. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'à la fin d'un full out, tes athlètes ils attendent un retour. Et tu peux pas juste te retourner et dire j'ai besoin de 5 minutes pour prendre mon temps. Enfin, ça veut tout dire. Mais, ou alors tu le formules autrement. Par exemple, tu demandes à tout le monde de faire une pause, genre une pause pour aller boire. Ou alors vous visionnez le full out. Elle le visionne. Comme ça te laisse vraiment genre toi plus de 10 minutes pour que ton émotion elle redescende et que tu te sentes un peu plus apte. Aussi à voir les choses différemment. Si tu revisionnes la vidéo, tu peux te fixer toi-même le challenge. Ok, je revisionne la vidéo en cherchant le positif. Qu'est-ce que je vais donner en positif direct dès qu'on aura fini le visionnage, par exemple. Et moi, je pense que c'est le plus important pour leur donner confiance, c'est leur dire tout ce qu'elles font bien, parce que sinon, c'est démoralisant. Puis on voit la différence quand tu dis à un athlète ce qu'il fait est bien, et puis il va le refaire derrière. Donc il va. Bon, ce sera plus ou moins bien, il va l'assimiler et ce sera acquis au final. On dit tout le temps que pour qu'un comportement se reproduise, il faut le valoriser. C'est un peu comme dans l'éducation. Vaut mieux valoriser le positif que de punir, entre guillemets, ce que les gens font mal. Donner une punition sur des choses qui sont mal faites, en fait, ça fonctionne pas. Justement, dans le développement d'un nouveau comportement, vaut mieux justement valoriser à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien. Et je pense que la position du coach et la façon dont on coach nos athlètes, ça peut aussi avoir un impact sur la façon dont eux se sentent à l'entraînement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'on entend souvent moi j'ai plein de connaissances dans le chair qui m'ont déjà raconté une fois aller à l'entraînement, boule au ventre, stressé, pas envie d'y aller, peur des remarques, peur de pas réussir. Mais c'est vrai qu'on néglige l'entraînement, c'est quand même pour la plupart, ou certains, 1 à 2 entraînements par semaine. Donc, si tu y vas à reculons, comment tu peux gérer ça? Tu peux pas gérer, c'est quand même une bonne partie de ta semaine que tu vas passer à stresser à un événement ou à y penser négativement. Qui est quotidien, parce que même si ton entraînement c'est 2 fois par semaine, peut-être que déjà le jour d'avant tu seras stressé parce que tu es là, oh non c'est demain, j'ai vraiment pas envie d'y aller, là ça me tente pas. Donc, mais justement, là on parlait des coachs, mais pour les coachs, c'est quoi les signes qui peuvent être perçus chez les athlètes pour que ça soit plus facilement reconnaissable, le stress et l'anxiété? En fait, généralement, même surtout chez les enfants, parce que ils ont beaucoup plus de difficultés à verbaliser et même à comprendre leurs propres émotions. Tout ce qui est un comportement anormal de son comportement habituel à l'enfant. Si par exemple c'est un enfant hyper sociable et qui d'un coup se met à plus parler à personne, qui s'isole vachement, toutes les modifications de comportement veulent dire quelque chose. Déjà chez nous adultes, mais comme les enfants ils ont vraiment du mal à parler de leurs émotions, je pense que quand on coach des enfants, c'est sur les modifications de comportement qu'on va le voir directement. Après, il peut y avoir des choses qui ne se voient pas forcément, mais qu'on peut aller questionner. Globalement, ça va être toute l'hygiène de vie.
la qualité du sommeil. Est-ce que tu dors bien? À quelle heure vous êtes couché hier? Enfin voilà, est-ce que vous arrivez à dormir? Est-ce que vous ruminez pas trop avant les compètes? Toute la question vraiment de la qualité. Manger. Ouais, voilà, la question de l'alimentation. Est-ce que tu arrives à manger? Est-ce que tu as faim? Parce qu'en fait, justement, quand on est ou déprimé ou anxieux, c'est l'appétit qui va vraiment causer défaut. Soit on n'a plus faim du tout, soit au contraire, on mange beaucoup. Après, il peut y avoir mais justement toute la question des ruminations. Donc, les ruminations, c'est vraiment tout ce flot de pensée qu'on a. Un peu, moi j'appelle ça le saut de mouton, on passe d'une question à une autre question. Est-ce que je vais réussir? Et si je réussis pas, comment ça va se passer? Est-ce que l'équipe va bien le prendre? Est-ce que mon coach va bien tolérer mes parents, etc. Et du coup là on amène sur plein d'autres questions et après il peut y avoir en fait des préoccupations qui touchent pas du tout le cheer mais qui viennent se chevaucher en fait avec des questions liées au cheer. Si je déçois mes parents, par exemple, je sais pas moi, parce que la coach dit que je suis pas à fond, ils seront déçus de moi parce que aussi à l'école, enfin ce genre de choses quoi. Donc toutes ces choses-là qui sont pas forcément visibles, en fait le problème c'est que bien souvent quand on est dans une équipe, on va un peu garder pour nous ce qui va pas parce que on a l'impression que soit c'est pas légitime, soit il n'y a pas la place pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de nos difficultés ou des fois on nous banalise aussi carrément. Des fois, on banalise. Puis c'est une phrase que personnellement j'ai beaucoup entendue aussi. Tes problèmes, tu les laisses à l'extérieur de l'entraînement. Carrément. Mais comment tu fais pour gérer ça? Ouais, c'est hyper compliqué en fait. Parce que quand, comme on disait, quand on est coach, on ne peut pas forcément avoir du temps pour gérer les problèmes de 24 oui, athlètes. C'est vrai. Ça, c'est hyper difficile pour un coach. Et c'est pour ça que c'est cool quand on a des grands staffs de coach, quand il y a beaucoup de personnes. Parce que du coup, ça permet d'avoir l'œil. Et aussi, quand on coach avec d'autres personnes, on peut s'isoler avec un athlète quand on sent que ça ne va pas du tout. Et pouvoir parler avec lui, c'est quand on parle avec les gens que justement on arrive à être empathique, c'est-à-dire vraiment se mettre à leur place et comprendre ce qu'ils vivent. Ah mais c'est pour ça que depuis 3 sessions d'entraînement t'es pas à fond, c'est parce qu'en fait tu vis des trucs hyper compliqués. Mais après je pense que c'est pas forcément que de la responsabilité du coach, même si tu vois c'est normal, c'est lui qui est un peu figure d'autorité là durant l'entraînement. Mais je trouve que justement tu es dans une équipe, tu vas avoir des athlètes qui s'ils ont des problèmes à l'extérieur ils voudront pas en parler, voilà c'est normal. Il n'y a aucun comportement qui est bon et personnalité. Tu te dois d'être là pour tes coéquipiers et coéquipières quand tu es dans un sport d'équipe. Après, ça ne veut pas dire s'assurer en début d'entraînement que tout le monde a le sourire. Voilà, mais tu es toujours plus à l'aise avec certaines personnes. Mais peut-être s'assurer que ces personnes-là, elles vont relativement bien, que voilà, elles ont la tête à être à l'entraînement et qu'elles ne sont pas ailleurs. Quoi. C'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas imposer non plus à toute une équipe, par exemple, l'état d'esprit ou l'humeur d'une personne. C'est hyper compliqué. Et c'est beaucoup plus facile quand on avance en âge de pouvoir justement gérer ça et te dire ok, j'essaye de laisser mes problèmes de côté, etc. C'est possible de le faire et je pense que ça, c'est une question individuelle. Ça ne devrait pas être une règle imposée par le coach, mais ça devrait être une question individuelle de se dire allez, là j'y vais, j'essaye vraiment de me mettre à fond dedans et en plus mais ça fait du bien parce que tu penses à autre chose, ton esprit il est concentré sur autre chose que les problèmes que tu peux avoir à l'extérieur à l'entraînement et du coup ça te permet aussi de sortir de cette zone anxiogène que tu peux avoir à l'extérieur quoi. Et je pense que ça fait partie de l'esprit d'équipe aussi dans le cheer, c'est qu'en tant qu'athlète tu sais que tu fais aussi des sacrifices pour ton équipe, donc t'as pas envie non plus d'y aller et d'être la personne qui fait la gueule ou qui justement montre ses problèmes. Donc c'est vrai que des fois, dans ton état d'esprit, tu peux te dire allez, là j'y vais, je me mets à fond dedans, etc. Mais après, comme on disait, c'est hyper mince, il y a une frontière aussi où à un moment tu peux plus le faire et là, c'est là où je pense qu'il faut s'alerter en tant qu'athlète, se dire quand même j'arrive plus à me focaliser sur autre chose, à me sortir vraiment la tête de mes problèmes et à vivre le moment présent avec
justement des émotions positives, parce que le cheer, ça amène aussi des émotions positives. Si je vis plus aucune émotion positive pendant mes sessions de cheer parce que je suis accaparée par un problème ou parce que je vis des choses hyper difficiles à l'extérieur ou dans le cheer, là, je pense que chacun en tant qu'athlète ou parent de jeunes athlètes, il faut sonner un peu la sonnette d'alarme et se dire bon, là il y a quelque chose quand même qui est général, l'état général de la personne il est quand même impacté par ce qui se passe et en fait c'est un peu là que nous quand on voit des personnes, moi dans mon travail quand on voit des personnes arriver, c'est un peu ça, c'est ce que je vis là, ça a un impact sur tout, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma santé, et en fait ça vient altérer vraiment mon fonctionnement et c'est là qu'il faut se dire ok, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Enfin, vraiment, il faut en parler, trouver du soutien, etc. Ok. Mais du coup, tu disais trouver du soutien, mais ça peut être autant auprès de ton équipe, autant des gens en dehors, parce qu'on en parlait avant de tourner, mais trouver quelqu'un en dehors du cheer qui te fera peut-être relativiser le problème que tu as au cheer, ou peut-être pas, mais qui pourra t'aider en tout cas. Même en parler avec tes parents, en parler avec quiconque, un professionnel aussi. Et la clé, c'est de parler, quoi. Ouais, et puis si t'es pas à l'aise à parler à l'oral, peut-être envoyer des messages. Tu vois, il y en a qui ont un petit peu plus de force derrière leur téléphone. Ben, pas hésiter à peut-être même en parler avec ton coach ou la personne que tu estimeras la plus amène à t'aider sur ce sujet-là, quoi. Oui, mais il faut savoir aussi accepter que les gens en face ne sont pas forcément en capacité de t'aider aussi. Non, Tu peux pas régler les problèmes de tout le monde si t'es pas professionnel. Déjà, bon, j'imagine que les professionnels ne peuvent pas non plus régler les problèmes de tout le monde, j'entends. On ne règle pas les problèmes. Les athlètes, ne vous mettez pas, vous, la pression si un de vos coéquipiers va mal et vous en parle et que vous n'êtes pas en capacité de l'aider, c'est ok, quoi. Vous pouvez pas gérer le problème de tout le monde non plus. Ouais. En fait, ce qui aide vraiment à gérer ces situations, comme vous dites, en fait, c'est vraiment le soutien social. Mais là, pareil, il y a un peu une évaluation à faire sur le soutien social. C'est est-ce que les personnes que j'ai autour de moi, ou alors plutôt qui de mon entourage, est disponible ou disposé à m'apporter du soutien, c'est-à-dire à écouter et à pouvoir être empathique aussi. Parce qu'il y a des personnes dans notre entourage, et chaque personne dans notre entourage a un rôle social propre. Enfin, on a tous autour de nous, je sais pas moi, des amis qu'on va appeler quand on veut faire la fête, mais c'est pas forcément le même ami qu'on va appeler quand on va pas bien, parce qu'on sait qu'on a des amis qui sont beaucoup plus à l'écoute et qui vont pouvoir trouver les bons mots, qui sont très empathiques de nature. Pour eux, c'est facile d'apporter du soutien, et je pense que c'est un peu une évaluation qu'on doit faire dans notre entourage, de dire quand ça va pas, dans mon équipe, dans mes proches, qui est-ce que je peux appeler ? Est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui pourra m'écouter et avec qui je me sentirai entendue? Parce qu'en fait, c'est pas tout le fait de parler. Parce que parler avec quelqu'un qui est sur son téléphone ou qui nous écoute pas, c'est encore pire. Ouais. C'est juste de se sentir entendu et compris dans ce qu'on vit. Et ça, c'est hyper important. Ouais, mais il faut pas que ton mal-être, après, déborde sur la personne ou les personnes à qui tu demandes de l'aide aussi, parce que à un moment... si tu as une personne qui t'arrive au bout, tu vois, là je me place en tant qu'amie de la personne qui se sent pas bien, ben, quand tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire en termes d'écoute et de conseils, ben, je trouve que du coup tu partages un peu sa peine, sa tristesse, alors qu'en soi c'est pas la tienne, voilà. Carrément. Et du coup ça te met dans une position un peu particulière parce que tu es là en mode, en vrai j'aimerais t'aider, mais je suis plus capable de le faire. Ouais. Comment tu le verbalises ça? C'est dur de dire à quelqu'un qui va mal, écoute, je peux pas t'aider. Il faut pas le dire comme ça. Mais non, mais je me dis tu peux pas. Mais peut-être que tu peux le réorienter vers quelqu'un. Ouais. Ou vers un professionnel, ou vers quelqu'un qui sera peut-être aussi... tu sais, qui lui apportera une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. Oui, c'est sûr qu'une personne complètement extérieure et neutre, elle aura beaucoup plus de facilité à rationaliser les situations, à voir les situations différemment. Et en tant que professionnel, en fait, on n'est pas du tout engagé émotionnellement dans ce que vit le patient, parce que ça ne nous parle pas forcément. Si moi j'avais
je sais pas moi, quelqu'un qui faisait justement du basket à haut niveau et qui serait. Enfin, pour moi, ça me parlerait pas forcément. Ouais. C'est pas mes émotions, ça lui appartient. Et c'est important de lui faire voir aussi un peu un panel de vision des choses différemment et de dire, bon là, vous voyez, on pourrait se dire quand même dans cette situation, plutôt ça, etc. Et c'est plus facile avec quelqu'un justement de complètement neutre et qui justement qui prend aussi son temps. C'est vrai que d'être psychologue, c'est aussi de se dire, voilà, quand on va voir un psychologue, on se dit, là, j'ai 1 heure ou 45 minutes, ça dépend le praticien, mais se dire, j'ai 1 heure où je vais pouvoir parler, où je vais me sentir entendue, et juste j'aurais lâché ça, et en fait, on n'attend pas forcément, quand on va voir un psychologue, on n'attend pas forcément de réponse immédiate, parce que on sait que s'il y avait une réponse, une solution miracle à mon problème, bah, je ne serais pas devant lui, parce que je l'aurais déjà trouvé, parce que je me suis fait tellement de nœuds au cerveau que je l'aurais déjà trouvé. Mais en fait, juste d'avoir 1 heure où on se sent entendu. Mais bon, là, il y a un autre sujet qui se pose, c'est la difficulté d'avoir accès à des soins psychologiques aussi. Mais même à partir de quel moment, mais du coup, là, je me tourne plus vers toi, Margot, parce que tu l'as dit dans le précédent épisode que tu allais voir une psy. À partir de quel moment tu t'es dit, ok, là j'en ai besoin? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est genre des conseils? Est-ce que c'est. Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir toujours eu des parents investis là-dedans. C'est-à-dire que quand mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans, j'ai vu une psychologue directement. Donc en fait, j'ai été suivie un peu toute ma vie, quand il y avait plus ou moins des événements traumatiques, on va dire, que je considérais un peu traumatisants. À ce moment-là, ma maman m'amenait à chaque fois voir quelqu'un. Mais je voulais jamais voir ces personnes. Donc au final, j'avais l'impression que ça ne servait à rien, beaucoup. Honnêtement, il y en a plein qui le disent, oui j'y vais, mais ça sert à rien, non. Et il y a près de 2 ans, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire face à plusieurs problèmes qui me suivaient en fait depuis des années. Des problèmes que j'avais déjà exposés avec d'autres professionnels de la santé, mais auxquels j'avais pas trouvé de solution, ou en tout cas que j'arrivais pas à passer au-delà de ces événements. Et je me suis dit de moi-même, ok, je vais prendre rendez-vous, de toute façon, à part de l'argent, je veux dire, je fais rien de l'argent, du temps, mais je fais rien à essayer de trouver des solutions à des problèmes qui me bouffent la vie, hein, parce que pour le coup c'était ça, je pouvais plus sortir, je pouvais plus voir de monde, parce que je me sentais tout le temps oppressée, etc. Et donc ça fait 2 ans que je travaille dessus et qu'aujourd'hui je me sens quand même beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise avec les gens autour et ma propre anxiété, quoi. Et pareil, je peux parler de mon enfance sans me mettre à pleurer, ce que je pouvais pas faire il y a 2 ans, tu vois. Donc je pense que ça doit venir de toi, que quand quelqu'un te force, ça marche pas. Enfin, honnêtement, pour le coup, j'ai fait les deux, peut-être, ça marche pas. Pour moi, ça n'a pas marché, en tout cas. Mais il faut que tu aies conscience qu'il y a un problème, Que tu as envie de le régler. que tu as envie de le régler, que tu n'as pas les clés pour le régler, ou en tout cas que tu vois pas de solution et que tu as besoin que quelqu'un t'aide à trouver les solutions. Et moi, mon entourage n'arrivait pas à trouver les solutions. Alors, est-ce que peut-être que mon entourage avait les mêmes solutions, mais je ne voulais pas les écouter parce que j'étais focus sur mon problème sans écouter aux alentours ce qu'on pouvait m'aider et me dire pour m'aider. Et effectivement, quelqu'un d'extérieur qui va me dire, en tout cas, ma psychologue, qui me dit la même chose que mon mec m'a dit il y a 2 jours, et ben ça sonne pas pareil. Donc du coup... Désolée Adrien. Désolée Adrien. Mais c'est vrai, ça sonne pas pareil. Je me dis, ah bah ouais, et moi je me dis, en fait on me l'a déjà dit, tu vois. Mais pour moi, ça m'aide d'avoir quelqu'un vraiment à l'extérieur et sur lequel je m'en fous qu'elle me juge, tu vois. Ouais. Tandis que, en l'occurrence, je pense qu'elle le fait pas, mais un ami, si tu le déçois ou quoi sur la façon dont tu penses, etc., bah ça te touche. Un psychologue, c'est son taf, hein. Enfin, je veux dire, je m'en fiche, des fois je dis des trucs, je suis en mode bon, ok, c'est un peu limite, mais écoute, j'avais besoin de le dire, maintenant je me sens mieux. Ouais. Mais en fait, la psychologue, elle n'a aucune attente vis-à-vis de toi, voilà. Elle a vraiment. Elle n'attend pas de toi que tu sois dans cette personnalité ou que tu fasses tel choix, alors que tes proches, bah, ils ont un peu des attentes implicites.
ils attendent à ce que tes parents, par exemple, à ce que tu fasses plutôt que tu prennes tel chemin dans ta vie, etc. Alors que les psychologues, c'est un principe, on va dire, clé de la psychologie, c'est de prendre les gens comme ils sont. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, l'accueil inconditionnel. La personne, on la prend telle qu'elle est. Et là, on n'a pas notre mot à dire. Si elle nous dit, je sais pas, n'importe quoi, je décide d'arrêter mes études ou non, je vais me lancer dans 5 ans encore, on n'a pas d'avis en fait là-dessus parce que ça, vraiment, c'est son choix libre. Et tu parlais de la motivation, mais c'est hyper important. En effet, c'est même pas que ton expérience, c'est, on va dire, c'est des statistiques un peu. La motivation, il faut que ça vienne de la personne parce que vraiment, sinon, les thérapies, elles sont mises en échec. Quand c'est les personnes qui viennent, par exemple, un patient qui dit je viens parce que ma femme me dit de venir, c'est hyper rare que ça fonctionne parce que il n'est pas dans cette recherche justement de. Parce qu'en fait, quand on va en thérapie, enfin quand on voit un psychologue dans tous les cas, on ne va pas pour trouver des solutions. Mais en fait, on y va pour développer des nouvelles stratégies pour faire face à nos problèmes. Mais en fait, du coup, c'est un travail vraiment personnel. On n'y va pas comme un garagiste où on lui dit faites-moi un diagnostic et changez-moi les pièces qui vont pas. C'est pas du tout ça. Là, le diagnostic, c'est le patient presque qui se le fait, quoi. En disant là, on va essayer de comprendre ensemble ce qui fonctionne pas et on va essayer de voir ensemble ce qu'on pourrait modifier. C'est complètement différent. Donc, s'il n'y a pas de motivation, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, pour en revenir au cheer, c'est vrai que de dire à quelqu'un. Peut-être que d'en parler à d'autres personnes extérieures, c'est vraiment lui tendre une perche, qu'ils l'apprennent ou ils ne l'apprennent pas. Je pense que c'est important de lui dire aussi que là, je me sens plus prêt aussi à t'aider. J'ai l'impression que, comme je disais tout à l'heure, moi en tant que coach, j'essaie aussi de mettre des limites. Sinon, on se fait complètement envahir par les difficultés et on peut pas être. Moi, je peux pas être la thérapeute de mes athlètes. C'est impossible. Je trouve que c'est dur de conseiller d'aller voir quelqu'un parce que c'est encore péjoratif. Et de dire à quelqu'un va voir un psy, souvent la réponse est ne sais pas, pourquoi faire, on te prend de haut comme si t'avais insulté la personne et que c'était une personne désespérée. Alors que la personne, elle va te dire, mais t'es en train de dire que j'ai un problème. Bah oui, parce que tu me l'exposes. Donc, effectivement, t'as un problème, mais pas au sens péjoratif du terme. Mais déjà, parler librement du fait de voir des psychologues, par exemple, moi j'en parle librement, pas avec tout le monde, mais si on me dit, ah bon, mais toi tu vas voir une psychologue en tant que psychologue, et je dis, oui. Moi aussi j'ai besoin de parler de choses qui me sont difficiles, de mon vécu, de choses, de ma gestion de l'anxiété personnelle, il y a plein de choses que je travaille chez la psy et de dire à quelqu'un, moi je vais en voir un et depuis que j'y vais, comme tu disais, j'arrive à mieux gérer mes émotions et tout ça, peut-être que il va face à nous peut-être pas prendre au sérieux ou décliner un peu la proposition, mais ça restera quand même en tête. Oui, mais elle m'a dit qu'elle y allait, que ça l'aidait et tout. C'est pour ça que j'essaie d'être assez ouverte. Moi, quand souvent on me dit t'étais où, j'ai pas de problème de dire j'avais rendez-vous chez le psy parce que c'est pas un problème pour moi d'y aller et j'essaie de faire comprendre aux autres que c'est normal quoi. Tout le monde devrait y aller. C'est ça, c'est un peu comme le kiné quoi. Je veux dire, t'as mal au genou, tu vas voir le kiné, t'as de l'anxiété, tu vas voir un psy et c'est ok quoi. Je veux dire, tu vas voir la personne qui est spécialisée dans quand t'es en difficulté quoi. Mais c'est bien, je trouve. Tu sais, la première fois que t'en avais parlé, je crois que c'était un soir après l'entraînement, et vraiment en mode je vais chez la psy demain, voilà, ça va être cool, j'ai hâte. Et en vrai, je m'étais déjà fait la réflexion en mode je trouve ça cool de un peu démocratiser et de dédramatiser le fait d'aller chez un psy. C'est pas les fous là qui vont voir un psy, c'est tout le monde. Ouais, vraiment tout le monde. Il n'y a pas de honte. Moi, des fois, j'ai 45 minutes où je vais clairement parler de choses, mais qui s'en foutent. Vraiment, je suis comme ça, je parle, et puis après à la fin, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Et là, tu te dis, j'ai fait 60 balles pour lui raconter mon histoire. Pour raconter ma semaine, raconter des fois, je fais des blagounettes et tout, je me dis, genre, Margot, sois sérieuse. En fait, non, je m'en fous, ça m'a fait du bien sur le moment, et voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est le temps et la disponibilité qui est hyper important. Et comme tu dis, de se dire, voilà, j'ai pris le temps de parler, même si c'est un truc qui te paraît futile, de t'être senti entendu sur ce truc-là, alors que ça pourrait être n'importe quoi. En fait, c'est ce qui manque souvent, et c'est un peu ce qui peut motiver
à aller voir quelqu'un extérieur à nos proches, c'est de se dire, ben là, mes proches ne sont pas forcément disponibles. Ou alors, comme tu disais, si on a une personne, un proche disponible, bah, on va dire que cette personne-là, on ne peut pas la solliciter tout le temps. Parce qu'après, on va la submerger de nos difficultés et ça peut être difficile pour elle. Se dire, en fait, j'ai besoin d'avoir plus d'écoute, plus de regard extérieur sur ce que je vis. Et ça, c'est déjà, je pense, un travail. Enfin, c'est même pas je pense, c'est un travail de pré-thérapie. La plupart moi, des personnes qui viennent me voir, elles ont déjà fait un travail sur elles-mêmes. Elles se sont déjà questionnées sur pourquoi venir, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir changer, quels sont leurs objectifs. Le premier entretien que je fais, c'est généralement on fixe des objectifs. Elles les ont parce qu'elles ont déjà fait ce travail-là. Alors que, comme on disait, pour la motivation, c'est des choses qui sont pas là quand on est poussé par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, pour ma propre expérience, jamais personne ne s'est moqué de moi quand j'ai dit que voilà, je voyais un psychologue. Et j'ai pas de honte de le dire, même au travail, parce que souvent, malheureusement aussi, c'est dur d'avoir des rendez-vous après 17h, ce qui est normal, hein, tout le monde. Et donc, forcément, j'ai des rendez-vous en pleine semaine, en plein milieu de ma journée, et j'ai jamais eu aucun problème d'aller voir mon chef, qui est responsable de beaucoup de personnes, et de lui dire j'ai rendez-vous chez la psy demain à 14h, je serai pas là, quoi. Et personne ne m'a jamais jugé là-dessus. Et je pense que c'est important de se rendre compte que personne ne te jugera si tu vas voir quelqu'un. Après, il y en a, ils préféreront quand même rester avec quelqu'un, tu sais, qui connaissent déjà quelqu'un de l'entourage, du coup. Mais du coup, il faut avoir conscience que cette personne, comme tu disais, il ne faut pas la sursolliciter. Moi, je m'estime heureuse d'avoir, et chanceuse, d'avoir un copain qui, alors, s'est intéressé au cheer pour me faire plaisir, mais qui du coup est complètement out de ça. Mais tu vois, genre, je vais pouvoir lui exprimer tout ce que j'ai envie de lui dire. Et ben, il va écouter, mais vraiment écouter. Tu sais, pas juste faire acte de présence là. Et me dire, écoute, par rapport à ce que tu me dis, effectivement, moi je pense que ça, c'est pas forcément une bonne chose, ou que tu devrais agir comme ça, etc. Et du coup, je trouve que j'ai quand même cette chance, et j'espère que d'autres auront celle-ci s'ils n'ont pas la possibilité d'aller chez un psychologue, mais d'avoir quelqu'un qui est fondamentalement présent et à qui nous, on est prêt aussi à écouter ses conseils, tu vois. Mais je pense que quand on est dans le staff, soit d'un coaching ou dans un club, d'avoir justement des personnes repères comme ça où les athlètes ils peuvent se dire mais cette personne elle est dispo pour moi, et je pense que ça peut être même quelque chose à mettre en place. Je sais que dans mon club on l'a pas, mais ça peut très bien être une personne repère dans le club en disant mais vous pouvez aller la voir, elle prendra le temps pour en parler avec vous. Vous voyez, ça peut être comme on le fait dans les écoles avec l'infirmière scolaire. Elle n'est pas psychologue et pourtant son métier c'est juste d'être là et de répondre à toutes les demandes. Et elle fait face à 1 million de cas de figure différents. Et je pense que déjà d'avoir des moments, comme tu dis, où on s'assoit avec toi et on t'écoute, que tu sois psychologue ou pas, c'est pas pour généraliser le métier, mais c'est un peu ça. La clé numéro 1, c'est de s'asseoir avec la personne et d'écouter ce qu'elle a à dire et ce qui va pas. Quelque chose que vous faites, tu sais, pour diminuer le stress, par exemple en période de compétition, est-ce que, genre, des petits tips, quoi? Déjà, moi je pense que... Vraiment? Non, elle est là. Non, moi je stresse. Je décèle de stress. C'est truc un peu con de psychologue, mais vraiment ce qui m'aide c'est de faire toutes les techniques de relaxation, de méditation, surtout avant de dormir, parce que moi j'ai vraiment un cerveau en ébullition. Souvent je dis soit à mes co-coachs ou soit à mes athlètes, j'ai pensé à vous cette nuit. Et c'est pas pour rire, j'ai vraiment réfléchi à la routine cette nuit. Et du coup, en période hyper stressante, ce que je fais, c'est que je mets tout le temps une méditation, une relaxation avant de dormir, parce que ça m'aide à m'endormir, tout simplement. Et que je passe des meilleures nuits parce que je suis beaucoup moins agitée, parce que comme on disait tout à l'heure avec l'histoire du système nerveux, là, en fait, la relaxation, ça vient actionner un autre système nerveux qui nous aide à nous poser, à nous calmer. Et ça, franchement, c'est hyper facile d'accès. Vous en avez partout, sur YouTube, ça peut être de la sophro, de la relax ou de la méditation. Sur YouTube, il y en a à flopper, franchement, il n'y a même pas besoin de chercher bien loin
Après, il y a des applis et tout, mais déjà pour commencer, avant de dormir, petite musique relaxante avec. Moi, je fais des méditations guidées là. Ah ouais, moi je fais pas la méditation, mais c'est vrai que pareil, genre je vais avoir beaucoup de mal à m'endormir sans rien, parce que mon cerveau il va être là, oui mais si ça, enfin tu vois, il va te faire des plans sur la comète. Du coup, je mets des podcasts, bien sûr, criminels. Et du coup, mes problèmes me paraissent beaucoup plus fun que ceux des podcasts. C'est sûr. Ouais, moi aussi, j'ai écouté des podcasts, mais pas du tout sur ce thème-là. Moi, comme Julie, mais tout le temps. Enfin, en période de compétition. J'avais essayé des petits trucs là. Franchement, j'avais trouvé aucune différence. Oui, après, des fois, oui, c'est ça, il y a le rescue, les choses comme ça. Le rescue Mais moi, je l'ai pas du tout. je l'ai pour les athlètes, c'est un spray qu'on met sur la langue. Ouais, moi, c'était pas un spray, c'était un petit bonbon. Ouais, bah voilà, c'est ça. Les huiles essentielles, les choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent aider. Après, c'est sûr que comme on disait tout à l'heure, quand on est anxieux, stressé, on a notre hygiène de vie qui est un peu dégradée. Bah, je pense que dans ces périodes-là, justement, il faut redoubler de vigilance sur notre hygiène de vie. Peut-être faire aussi d'autres activités en dehors pour que ton carrément, cerveau il pense à autre chose, tu vois, voir d'autres personnes, faire si tu pratiques un autre sport, moi aller faire du cheval, j'adore, tu vois, pendant ces périodes-là. Au moins, je me dis, bon, je sais qu'une fois que je suis sur le dos de mon poney, là, genre pendant 1 heure, t'es sûr que je pense pas à la routine et est-ce que je vais réussir à ci ou ça, tu vois. On va parler de la dépression. Ouais. Après, la dépression, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait là, même si. Ouais, parce qu'il y a vraiment une différence, tu vois, parce que pour moi, c'est le stade, genre, en fait, tu vois, l'anxiété, c'est comme ce que tu ressens sur le moment, alors que la dépression, pour moi, c'est ce que tu vas. C'est la période dans laquelle tu es, tu vois. En fait, l'anxiété, ça peut être, comme tu dis, sur une période donnée, mais ça peut être aussi de l'anxiété vraiment à long terme. Comme on disait, sur une personnalité, il y a une personnalité anxieuse. Mais en fait, la dépression, c'est vraiment un trouble de l'humeur. Autant l'anxiété, tu vas être tout le temps à ruminer, à t'inquiéter, à te poser plein de questions. Tu peux être irritable, instable, avoir des troubles du sommeil, etc. La dépression, en fait, il y a vraiment 2 choses qui la caractérisent. C'est une humeur triste, déjà le fait d'avoir envie de pleurer, d'avoir que des émotions négatives, de plus ressentir d'émotions positives et de ressentir aussi aucun plaisir. C'est-à-dire toutes les actions, les activités qui te faisaient du bien avant, elles te procurent plus de plaisir là. Et en fait, la dépression, c'est vraiment cet état de morosité un peu dans lequel tu es pendant une assez longue période, parce que comme c'est vraiment une humeur, c'est pas comme une émotion. Les émotions, c'est fluctuant, ça bouge tout le temps. Si tu apprends une mauvaise nouvelle, nécessairement, tu vas être triste. Mais si tu es triste pendant plus de 15 jours, tous les jours, tu pleures, tu as du mal à te lever le matin, tu as une perte d'énergie, vraiment, tu n'as plus envie de rien, tu as un manque de motivation, là, on est plutôt sur le versant du coup, de la dépression. Et c'est plutôt ça qui va le caractériser de l'anxiété. C'est un monde différent, même si l'anxiété et la dépression, ça va souvent ensemble. On a souvent, mais du coup, on parle de troubles anxio-dépressifs. En fait, c'est un peu les deux en même temps, mais c'est vraiment, il y a une grosse co-occurrence entre ces deux troubles-là. Pour le coup, c'est quelque chose qui peut se voir, parce que la personne, on la voit démotivée, un peu traîner la patte, enfin, vraiment sur le corps, on va la voir plus avachie. Elle parle beaucoup moins parce qu'en fait la dépression ça va vraiment créer un ralentissement qu'on appelle psychomoteur, donc psycho vraiment les pensées elles sont plus lentes ou il y en a beaucoup moins, donc du coup la personne elle parle peu et c'est un peu un vide intérieur pour certaines personnes, et moteur parce que du coup elles ont un manque d'élan, parce que vraiment il y a toute une composante biologique qui fait qu'on est tout ralenti, démotivé, pas de capacité à se lever de son lit par exemple, ou tout remettre à plus tard. Ouais, exact. Donc ça peut se voir, et c'est, on va dire, contrairement à l'anxiété, au stress, on se disait, il y a quand même une phase où ça peut être adaptatif. Pour le coup, la dépression, ça signe vraiment un état de mal-être, où dans la situation dans laquelle on est vraiment mal, et qu'on est mal depuis quand même un petit moment, et souvent ça peut venir après les phases d'épuisement dont on parlait tout à l'heure, où en fait on a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts ou d'avoir vécu beaucoup de choses difficiles,
Et là, nos ressources personnelles, elles sont impactées de ouf. Et du coup, on a du mal à rendre la pente ou même à positiver sur ce qui pourrait venir. Ouais. Donc là, après, sur les conseils par rapport à la dépression, c'est un peu les mêmes que ce qu'on disait pour l'anxiété. Là, on en parle de façon très générale, mais que, évidemment, que chaque personne, chaque cas est un peu spécifique et que, que peut-être certaines personnes qui vivent ces difficultés ne vont pas se retrouver forcément dans ce qu'on dit. Eh bien, merci Léa d'être venue Avec plaisir. Discuter de ce sujet qui peut être pas sensible quand on s'y connaît pas, quoi. On aurait pu dire n'importe quoi aussi, peut-être qu'on a dit n'importe quoi d'ailleurs, mais c'était notre ressenti, donc Écoute, c'est notre stress, notre anxiété. J'espère que vous le percevrez bien. Non, mais merci en tout cas pour ton intervention. Plus qu'intelligente, en tout cas beaucoup plus que la nôtre. Et écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en dessous des épisodes ou nous les poser sur Instagram. Et on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Il y aura un peu plus joyeux. Peut-être un peu plus joyeux pour le suivant, mais il faut noter tout de même qu'il y aura comme une série d'épisodes sur la santé mentale. C'est le premier qui aborde la dépression, l'anxiété et le stress, mais il y en aura d'autres à venir. Mais pour le prochain, ça sera plus fun. Mais ça veut pas dire que t'es pas fun, Léa. Merci de m'avoir invité et au revoir. Et peut-être à une prochaine. Elle spoil. Bon, sur ce, et ben écoutez, je vous dis bye la team. Salut la gang.